Enquête. Christophe Ondelatte. Un crime de 1928, aujourd'hui, connu sous le nom de la tuerie de Valençol dans les Alpes de Haute-Provence. Tuerie parce que c'est toute une famille qui est décimée. Et ce qui fait la célébrité de cette histoire, c'est le profil des deux tueurs. 16 ans et 18 ans. Une histoire que nous débrieferons tout à l'heure avec Marie-Noëlle Pascal, qui a écrit « Les grandes affaires criminelles des Alpes de Haute-Provence » aux éditions de Boré. Histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Je vous emmène un après-midi glacial de décembre 1928 à Valençol, dans les Alpes de Haute-Provence, un village de 2000 habitants perché juste au-dessus de Manosque. En cette fin d'automne, la neige n'est pas encore tombée jusque-là, mais elle saupoudre déjà les sommets environnants. Il est 3 heures de l'après-midi, et vous voyez là le petit gamin qui trotte au bord du champ. Il s'appelle Armand Mégy. Il a 10 ans, ses parents ont la ferme des Sivences, et là, il va jouer avec son cousin Clément Richaud, qui habite une ferme à 3 kilomètres, la ferme des Courrélis. Et là, il va jouer avec son cousin Clément Richaud, qui habite une ferme à 3 kilomètres, la ferme des Courrélis. 3 kilomètres à pied, ça use les souliers, et il lui faut une petite demi-heure pour arriver chez Clément. Et quand il arrive, c'est bizarre. À la ferme, tout est fermé. Les portes et les volets, en plein après-midi. Armand se dit, ils ont dû partir cueillir des amandes. Et donc il rebrousse chemin, et il rentre chez lui. Le lendemain matin, il fait beau. Armand y retourne. Il arrive à la ferme des Courrélis, les volets sont encore fermés. Personne dans la cour et personne dans les champs autour. Bon, il se dit, je vais faire le tour pour voir. Il arrive à l'arrière de la ferme. Et là, il voit le chien. Et ce chien, il le connaît bien. D'habitude, il vient lui faire des fêtes. Sauf que là, il est couché par terre et il gémit. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il est couché à côté d'une sorte de bâche. Une bâche sous laquelle il y a quelque chose. Mais quoi ? Le gamin prend peur et il s'enfuit en courant. Sur le chemin du retour, Armand croise Guichard, un paysan qu'il connaît bien. « Mais dis donc, Armand, où vas-tu donc, là ?»« Guichard, je viens des Courrélis. C'est bizarre, là-bas, c'est passé quelque chose. »« Quelque chose ? Viens donc avec moi, on va y voir. » Arrivé à la ferme, Armand entraîne Guichard à l'arrière. Le chien est toujours là, couché, en train de gémir. Guichard s'approche, il soulève la bâche. Oh, vain Dieu! C'est Adrien Richaud, le fermier des Courrélis. Il est mort. Il a le crâne défoncé. « Rentre donc, gamin. C'est pas une affaire pour les enfants, ça. Moi, je vais m'en aller prévenir les gendarmes. » Et Guichard enfourche son vélo et il fonce vers la gendarmerie de Valençol. Il est midi quand les gendarmes, monsieur le maire et le juge de paix arrivent sur place. Et tout le monde constate qu'Adrien Richaud est mort et bien mort. Tu as vu la lanterne qu'il a entre les jambes ? C'est vrai que c'est bizarre, ça. Entre les jambes du cadavre, il y a une lanterne posée. Les gendarmes décident à ce moment-là d'aller explorer la ferme. La porte est fermée. Et essaye donc de forcer le volet, là. Quand ils ouvrent le volet, une odeur de charogne leur saute à la gorge. Et ils comprennent vite pourquoi. Parce que dans la pièce, il y a 4 cadavres sur le sol. Oh mon Dieu, rentrez pas, hein. Ils sont tous morts. Tous. Tous,
c'est-à-dire la mère, Antonia Richaud, ses 2 gosses, Clément 10 ans et Roger 3 ans, et le domestique Augustin Maudric. Avec le père qui est dehors, ça fait 5 morts. Alors de quoi sont-ils morts, les Richaud et leurs domestiques? Les gendarmes se penchent sur le corps. On dirait bien qu'ils ont été tués par balle, hein. Mais il n'y a pas que ça, hein, regarde, on les a frappés aussi. Avant ou après, ça je sais pas, mais on les a frappés. T'es peut-être avec ces montagnes de chaises, là. Ils ont le crâne brisé, hein. Un massacre, en vérité. Un massacre à coups de chaise, mais pas que. Les gendarmes trouvent aussi des briques près du cadavre. Le genre de briques qui servent à réchauffer les lits, l'hiver, avant d'aller se coucher. C'est avec ça qu'ils ont fracassé les visages. Mon Dieu, quelle sauvagerie. Le procureur Bernard de Digne arrive sur place rapidement, accompagné du juge d'instruction terrain et d'un médecin légiste. Et très vite arrivent aussi les policiers de la 9e brigade mobile, le commissaire Martin et 3 inspecteurs. J'ai demandé au docteur Bérou, le chef du laboratoire de la police, de venir sur place aussi. Hein. Il devrait pas tarder. Dites, vous pouvez me conduire sur le lieu du crime, s'il vous plaît? Pouah! Quelle odeur! Ils sont pas d'hier, ces cadavres, hein? Vous en pensez quoi, docteur? Et j'en pense qu'ils sont là depuis plusieurs jours. Je dirais 4 jours. Et vous avez sans doute raison, docteur. Regardez l'homme. Il a ses habits du dimanche. Et dimanche, c'était il y a 4 jours. Et puis les policiers vont voir à l'extérieur le cadavre d'Adrien Richaud. Et ils éclaircissent le mystère de la lanterne entre les jambes. Si tu veux mon avis, il a dû entendre du bruit. Il est sorti pour faire le tour avec sa lanterne. Et c'est là qu'il a été tué. Donc, le quintuple meurtre aurait eu lieu de nuit. Les policiers retournent à l'intérieur, dans la grande pièce, et ça se confirme. Regarde donc sur la table. Il reste un fond de soupe dans les assiettes. Ils ont dû être tués après le souper. Et avant la vaisselle. Il paraît évident qu'ils se sont défendus, le domestique Auguste a les bras repliés sur le visage. La mère Antonia est couchée sur le dos, son visage est tuméfié. Le petit Roger qui avait 3 ans est tout près d'elle, et le jeune Clément face contre terre juste à côté. Il a une plaie béante à la tête. C'est pas beau à voir, tout ça. Ils ont dû taper fort avec les chaises, hein? Regarde sur la chaise, là, il y a des touffes de cheveux qui sont restés accrochés. Et sur la table à manger, il y a un livre. Souvenirs des grands écrivains d'Alphonse Daudet et Frédéric Mistral. C'est sans doute le gamin le plus grand qui devait lire ça quand on l'a tué. Les policiers font ensuite le tour du reste de la maison. Un désordre indescriptible. Les tiroirs ont été vidés, les matelas éventrés, jusqu'à la chambre du domestique dans un bâtiment annexe qui a été visité elle aussi. Bon, ils les ont tués pour les voler, hein? Ça paraît clair. Ouais. Sauf que les voleurs-tueurs sont étrangement passés à côté du portefeuille du père Richaud. Et dedans, il y a 775 francs. En revanche, la bicyclette du domestique a disparu. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que ceux qui les ont tués les connaissaient. Le flair légendaire du commissaire Martin. On est en 1928, mais la police scientifique existe déjà. Le docteur Bérou s'applique à relever toutes les empreintes sur les vitres et sur les meubles. Et ensuite, il passe à l'autopsie, comme ça se faisait à l'époque, c'est-à-dire sur place, sur la table à manger. Assisté par le médecin du village, il commence par la mère, Antonia. 1, 2, 3. Elle a reçu 4 balles. Dont une, vous voyez, lui a transpercé le bras avant de se ficher ici, vous voyez, dans le crâne. À votre avis, docteur, c'était avant ou après les coups de chaise? Ah ça, je peux pas le dire. Le père Richaud et le domestique Auguste ont aussi reçu plusieurs balles.
C'est quel calibre, docteur? Vous le savez? Il faudra confirmer. Mais il m'est d'avis que c'est du 7 mm, et je suis presque sûr. Sur les cadavres des 2 enfants, en revanche, on ne trouve aucun impact de balle. Ils sont morts sous les coups. Dès le lendemain, on interpelle 2 journaliers, 2 hommes qui font toute l'année le tour des villages pour se faire embaucher à la journée. Mais ils ont un alibi solide, ils ne pouvaient pas être à Valençol le jour du crime. Et donc ils sont relâchés. À part ça, il ne manque pas de témoins, qui valent ce que valent les témoins. Ah oui, moi j'ai vu un homme, Il était seul. Moi, j'ai vu 2 hommes. Et moi, je peux vous dire que je les ai vus passer sur la route. Ils étaient 3. Avec ça, on est bien avancé. Sans compter que les uns disent que l'homme ou les hommes avaient la trentaine, et d'autres la cinquantaine, qu'ils étaient blonds, bruns et même chauves, qu'ils avaient l'accent provençal, et pour d'autres italiens. Bref, des témoins à la mort moelle-neu. Sauf peut-être la mère Mégy, la mère du petit Armand qui a découvert le massacre. L'après-midi du 2, je me souviens, j'ai reçu la visite d'un homme. Il cherchait du travail dans les fermes. Bien. Et à quoi ressemblait-il, cet homme 20 ans, les cheveux blondasses. Il avait une veste grise, oui, c'était une veste grise, et un pantalon kaki, et puis des sandales. Autre chose de particulier, il avait un accent, mais franchement, je ne sais pas d'où, mais pas de chez nous. Et cet homme, il se trouve que son fils Armand l'a vu lui aussi. Et il en fait la même description. On tient une piste. Intéressant aussi, le témoignage de M. Blanchet, qui est un riche industriel de Marseille, et qui vient de racheter la ferme des Courrélis, c'est-à-dire la ferme qui a été le théâtre du crime. Il était à Valençol le dimanche 2 décembre. Et lui aussi a vu le jeune homme blondasse. Mais il n'était pas seul. Ah, ils étaient 2. Le premier jeune avait un accent qui n'est pas d'ici. Pas d'ici, mais où, monsieur Blanchet? Je dirais un accent du Nord. Et le deuxième homme? Plus âgé, légèrement plus âgé que le premier. La piste se précise. Dites-moi, monsieur Blanchet, vous dites que vous venez d'acquérir la ferme des Courrélis. Elle appartenait aux Mégy, n'est-ce pas? Les cousins des Richaud qui ont été tués. Oui, c'est cela, la ferme du garçon qui a découvert le crime. Cette ferme-là, la vente était signée? Pas tout à fait, non, mais pas loin. J'avais déjà versé des arts aux Mégy. Des arts? Et pour combien en avez-vous versé? Et 200 000 francs. Je leur ai versé 200 000 francs. Oh oh! Mais ça ouvre une piste, ça. Les meurtriers savent que la ferme des Courrélis vient de se vendre, mais ils ignorent qu'elle appartenait aux fermiers voisins, les Mégy. Ils ne savent pas que l'argent est chez eux, ils croient que l'argent est aux Courrélis. Vous vous souvenez que la bicyclette du domestique, Auguste, a disparu. Est-ce que quelqu'un est capable de me décrire cette bicyclette? Oui, moi. Et elle est bleue. Et le garde-boue aussi. Et elle a le guidon renversé. La marque, peut-être, vous vous souvenez de la marque? Oui. Oui, c'est une chamois. Autre chose de particulier? Elle a une plaque dessus. Une plaque avec le nom d'Augustin Moudric. Le commissaire Martin décide de publier le signalement de la bicyclette dans le journal local, le Petit Provençal. Et le vendeur de cycles d'Oraison, la petite ville voisine, apporte une précision supplémentaire. Je garde sur un cahier les numéros de toutes les pièces. Et alors j'ai retrouvé les numéros des 2 garde-boue que j'ai posés sur la bicyclette.
4964 ou 4966, j'arrive pas bien à me relire. Si on coince quelqu'un avec ce vélo, il y a de bonnes chances que ce soit le quintuple assassin. Il y a autre chose qui traîne dans la tête du commissaire à ce moment-là. Moi, je me demande pourquoi ils ont tué les deux enfants. Bon, les adultes, c'est peut-être pour leur faire dire où était caché l'argent. Mais les deux enfants, ils n'en savaient rien. Vous avez raison, monsieur le commissaire. C'est étrange, en effet. Je me dis, voyez-vous, que c'est peut-être parce que les enfants connaissaient les tueurs, qui faisaient partie, de près ou de loin, au cercle de la ferme. Ils les ont tués pour qu'ils ne les dénoncent pas. Faut explorer cette piste. Les policiers cherchent donc à dresser la liste de tous les ouvriers agricoles qui ont travaillé au Courrélis ces dernières années. On nous a donné une liste de 4 noms, monsieur le commissaire. Alors j'ai fait vérifier au fichier. Aucun n'a jamais été condamné. Le 8 décembre, ont lieu les obsèques des 5 victimes de la tuerie. Mais il n'y a que 4 cercueils, on a mis les 2 enfants dans le même. Un cortège se forme à partir de la ferme en direction de Valençol. Et derrière le corbillard, une bonne partie du village. Le village où tous les commerçants ont baissé les rideaux. À la sortie de l'église, les 4 cercueils sont exposés sur des tréteaux face au monument aux morts. Et monsieur le maire de Valençol prend la parole. Une famille de bien honorables travailleurs et le fidèle domestique qui, d'après les débris que nous avons trouvés sur le théâtre du crime, a dû lutter pour défendre ses maîtres, sont tombés sous les coups de brutes immondes. Les enfants, 2 pauvres petits de 10 et 3 ans, n'ont pas trouvé grâce devant les bandits. Et je resterai longtemps sous l'impression ressentie par tous ceux qui ont vu les cadavres d'enfants massacrés à coups de pierre et de bâtons de chaise. Ce crime dépasse en horreur tout ce qu'on peut imaginer. Toute la population atterrée crie vengeance et ne sera un peu soulagée que le jour où ces brutes auront payé, et les renseignements qui viennent de me parvenir me font espérer que cette heure est proche. Les cercueils sont mis en terre, et chose étonnante, le domestique Gustave repose dans le même caveau que le reste de la famille Richaud. Au même moment, les gendarmes du village de Château-Renou font savoir au commissaire Martin qu'ils ont recueilli un témoignage qui pourrait bien les intéresser. Un cafetier de Volx, à 30 km de Valençol. Un certain Paul Sabatier. Martin se rend immédiatement sur place. Eh bien, ça s'est passé le lundi qui a suivi le crime. Donc j'étais à mon comptoir, et là un étranger est rentré. Et il m'a commandé un café. Et pour payer, il m'a sorti un billet de 100 francs. Et je lui ai dit, c'est trop, j'ai pas de monnaie. Et là, il a sorti des pièces d'argent et un Napoléon en or. Et là, il m'a demandé si je pouvais les lui changer. C'est pas tous les jours qu'on vous demande ça. Hein. Très intéressant. Merci de nous avoir alertés. Attendez, c'est pas tout. Quand il est parti, j'ai vu qu'il avait un vélo bleu, comme celui que vous recherchez. Ah bon? Vraiment merci. Bleu, vous dites, hein? Attendez, j'ai encore quelque chose à vous dire. Après, je les ai vus rentrer avec un autre, plus jeune, chez le chausseur là-bas. Il faut dire qu'ils avaient des sandales en mauvais état. Hein? Et alors, ils sont ressortis avec des chaussures toutes neuves. Et le marchand de chaussures confirme. Il leur a bien vendu 2 paires. Donc, l'un des 2 tueurs roule bien avec la bicyclette d'Auguste, et donc ils ont bien trouvé de l'argent et des pièces d'argent et d'or à la ferme.
Bien, messieurs, vous allez me fouiller tout le village, hein? Allez, on se dépêche. Et dans une grange abandonnée, les policiers finissent par découvrir la fameuse bicyclette bleue, ainsi que des papiers au nom de Richaud. Le cafetier et le marchand de chaussures ont donné un signalement beaucoup plus précis des deux hommes. Le commissaire Martin envoie un télégramme à toutes les gendarmeries du coin. Le premier, 23 ans environ, taille 1,70 m, coiffé d'une casquette grise usagée avec visière cassée, tout rasé, nez allongé, cheveux bruns, teint hâlé, vêtu d'une veste marron, d'un pantalon noir à rayures blanches, chaussé de sandales de chasse, blanches, neuves, avec des semelles en corde débordantes et renforcées. Le deuxième, âgé de 17 ans environ, vêtu d'un costume en coutil gris, porteur de sandales identiques au précédent. Le même jour, la gendarmerie de Grande-Combe dans les Cévennes envoie un télégramme. Avons intercepté 2 individus correspondant au signalement, un Jules Huguetto, âgé de 18 ans, et un Polonais de 16 ans qui s'appelle Alexandre Moucha et se fait appeler Joseph Witkowski. 2 gamins de 18 et 16 ans. Les 2 lascars sont interrogés sur place par les gendarmes. Un interrogatoire musclé. « À genoux, misérable ! Demande pardon pour les gosses. Et dis la vérité. C'est la seule façon de te racheter. » Et là, Jules Huguetto s'effondre en pleurs. « Je voulais pas. Je le jure, je voulais pas. Je voulais seulement un peu d'argent pour acheter des habits. Dis-nous comment ça s'est passé. Allez, sans traîner, sans te perdre, je t'écoute, dis-nous. » Mais moi, je suis allé saluer mes anciens patrons. Et je leur ai demandé s'ils pouvaient me loger pour la nuit. Et lui, Witkowski, il était caché dans la grange. Richaud, il m'a conduit dans la grange où je devais dormir. Et là, Witkowski, il lui a sauté dessus. Il lui a tiré une balle dans la nuque et il l'a mis sous la bâche. Huguetto reconnaît que c'est lui, en revanche, qui a tué la mère et le domestique. Mais pour les 2 enfants, il accuse son compère. C'est Witkowski qui a tué les petits. Ils criaient, ils pleuraient, ils hurlaient, ils appelaient leur mère. Il les a tués à coups de chaise, à coups de bâton. Il les a finis avec une grosse pierre. Moi, j'aurais pas pu faire ça. Il dit qu'après, ils sont montés tous les 2 dans les champs, qu'ils ont tout fouillé et volé ce qu'ils ont trouvé. Interrogé, Moucha, alias Witkowski, finit par avouer. Si j'ai achevé les 2 enfants, et le valet de ferme, c'était pour pas qu'ils souffrent. Le lendemain, les 2 zigotos sont transférés à Digne. À leur arrivée à la prison, ils sont accueillis par les cris de la foule. « À mort! Tuez-les, assassins! Bandits !» Dès le jour suivant, une reconstitution est organisée à la ferme des Courellis, devant une foule de villageois venus y assister. 20 gendarmes les empêchent d'approcher. Et il ressort de cette reconstitution que c'est bien Jules Huguetto qui a tiré sur Antonia Richaud et qui lui a asséné des coups de chaise parce qu'elle gémissait. Mais il maintient que ce n'est pas lui qui a tué les enfants. Et Moucha dit maintenant que lui non plus n'a pas touché aux enfants. À la fin de la reconstitution, les 2 prévenus sont ramenés à la prison et la foule hurle à nouveau. « À mort! Assassin! Bandit !» Un paysan parvient même à frapper Huguetto avec un parapluie. Le procès de Jules Huguetto et d'Alexandre Moucha s'ouvre le 16 septembre 1929 devant la cour d'assises de Digne. La préfecture a mis en place un dispositif spécial pour éviter tout débordement de la foule enragée. Compte tenu des aveux de l'un et de l'autre,
il ne reste plus qu'une question à trancher. Qui a tué les enfants ? Or, les deux continuent de s'accuser mutuellement. Ils ont compris, bien sûr, que celui qui a massacré les gosses est bon pour la guillotine. Et là se produit un événement inattendu. Le père de Jules Huguetto vient à la barre et il enfonce son fils. Jules a toujours eu une mauvaise conduite. J'ai tout essayé. J'ai tout tenté, la douceur, la sévérité, rien n'a fait. Il était coléreux, allant jusqu'à lever la main sur moi. Moi, j'étais certain qu'il tournerait mal. Il ne mérite pas d'indulgence. Je vous demande, messieurs, de lui appliquer la peine suprême. Un père qui réclame la peine de mort pour son fils, c'est du jamais vu. Le maire de Valençol vient aussi à la barre. Je dois dire que ces deux-là, à mon avis, méritent la mort. Monsieur, ça n'est pas votre rôle de demander la mort. C'est le rôle du ministère public. Alors, en tant qu'avocat du ghetto, je proteste. Contentez-vous de répondre aux questions qu'on vous pose. À la fin, le président demande à Huguetto s'il a quelque chose à déclarer. Je regrette de plus en plus le crime que j'ai commis. Alors coupez-moi la tête si vous voulez. Mais les enfants, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Les jurés doivent répondre à 49 questions. Et ils répondent oui à toutes les questions. Et pour eux, c'est Huguetto qui a tué les gosses. En conséquence, Monsieur Huguetto, Jules, la Cour vous condamne à la peine capitale. Monsieur Mouchat, étant entendu que vous étiez mineur au moment des faits, la Cour vous condamne à 20 années de réclusion et à 10 années d'interdiction de séjour sur le territoire français. L'audience est levée. Un matin de janvier 1930, Huguetto est réveillé aux aurores. Il se rend d'abord à la messe, il boit un café et un verre de rhum, il fume sa dernière cigarette, et on le conduit vers l'échafaud. Ce jour-là, c'est le célèbre bourreau Anatole Debler qui officie. Et avant que la lame ne tombe, Huguetto a une phrase assez mystérieuse. « À moi les murs, la terre m'abandonne !» Et comme toujours à l'époque, dans la foulée, on écrit et on chante une complainte. Là-bas, à Valençol, pays des farandoles, sous le beau ciel du midi, un crime odieux s'est accompli dans un mât très prospère. Une famille entière qui souriait à la vie fut massacrée par deux bandits. Pour ces jeunes bandits, ces deux monstres maudits, c'est sans pitié qu'il faut sortir la guillotine, car ces deux assassins, encore tout gamins, ont accompli comme de vrais scélérats leurs 5 assassinats. Et longtemps, le village de Valençol fut appelé le pays du crime. Et voici pour cette histoire que je vais débriefer avec vous maintenant, Marie-Noëlle Pascal. Vous avez écrit 2 livres qui évoquent cette affaire, Un siècle de faits divers dans les Alpes de Haute-Provence et Les grandes affaires criminelles des Alpes de Haute-Provence. Ces 2 livres publiés aux éditions de Boré. À votre connaissance, Madame Pascal, est-ce qu'il existe une mémoire de cette affaire dans la région de Valençol ? Oui, je pense que oui. Il existe effectivement une mémoire, on en parle encore, c'est encore un événement. Une dame se souvenait qu'elle était toute petite quand la maîtresse d'école lui avait dit à tous les enfants, venez voir,
Venez aux obsèques de la famille Richaud et du domestique. Le pays du crime, est-ce que l'expression est restée? Maintenant plus, non. Je pense pas, quand même. Il y a eu un film qui évoque un petit peu cela, c'est La Terre de la Folie de Luc Mouler en 2010. D'accord. Et qui reprend quelle part de cette histoire? La totalité? Qui ne reprend pas cette histoire-là totalement, non. Mais qui estime que il existe un pentagone du crime dans les Alpes de Haute-Provence, qui étaient les Basses-Alpes à l'époque. Un pentagone cerné par Montclar, Castellane, Quinçon, si vous connaissez, Digne étant au milieu, la capitale. Et ce film de 2010 a été présenté à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes. Il s'appuyait sur le drame de Castellar, le berger aussi, mort à Castellar dans les années 90, ou c'est plus ancien que ça? Il s'appuyait en fait sur toutes les affaires. Enfin, il s'appuyait surtout sur l'expérience personnelle de Luc Moulet, qui est né dans les Basses-Alpes. Il prétendait que dans ce pentagone, on est enclin à tuer facilement, voilà, à une violence, à donner des coups, à donc provoquer... un pentagone maudit en quelque sorte, quoi. Voilà. Est-ce que, à votre connaissance, la ferme des Courellis existe toujours? Oui, elle existe toujours. Elle est toujours habitée, d'ailleurs. C'est terrible d'habiter une ferme comme ça qui porte cette trace. Ah oui, oui, c'est difficile. C'est une histoire qui a suffisamment marqué, d'ailleurs j'ai noté qu'elle apparaît sur la couverture, et même en tête de la couverture. Oui, absolument. Elle a beaucoup marqué la région, en tout cas. Elle a même été publiée dans toute la France, dans la région d'abord, et puis ensuite dans toute la France. Par la presse, vous voulez dire? Par la presse. Ouais. C'est une époque où on racontait les faits divers presque comme on ne les raconte plus aujourd'hui. C'est-à-dire, tout au long, on écrivait plusieurs épisodes, c'était feuilletonné en quelque sorte. Oui, c'est ça. Dans les journaux, c'était comme ça. Et les journaux étaient très lus. Alors c'est une histoire très particulière, d'abord en raison de la violence du massacre et de la présence, on est d'accord, de 2 enfants, de 10 et 3 ans parmi les victimes. Des enfants qui ont tout de même été tués à coups de chaise. Voilà. Ce qui a choqué, c'est d'une part les enfants et d'autre part la jeunesse des assassins. Ouais. Les enfants, évidemment, c'est ça qui accroche affectivement, le fait que un petit gamin de 3 ans, Roger, soit mort sous les coups de chaise. Oui, c'est horrible, c'est horrible. Alors, il y a aussi la personnalité des auteurs, 18 et 16 ans, dont un immigré polonais. Est-ce que ça a compté, ça, à votre avis? Non, je ne pense pas que c'est compté, mais il est probable qu'il existait des liens entre les deux. Et l'assassin, donc... Huguetto, oui, a assuré, on le lit quelque part, qu'il a voulu acheter des beaux vêtements pour le petit Polonais, qui était son ami. Oui. Est-ce qu'on sait quelque chose sur leur personnalité à ces deux-là? Parce que moi, je n'ai pas eu accès, mais ça sent, comment dire, la misère sociale et la misère intellectuelle. Je crois qu'Huguetto n'était pas méchant. Le portrait qu'en fait son père est quand même assez dur. Oui. Il dit que c'était un mauvais garçon, qu'il levait la main sur lui. Non, on n'a pas de détails sur la personnalité de Alexandre Moucha, donc dit Witkowski. Vous avez, je suppose, consulté le dossier aux archives. Il y est toujours, donc. Oui, bien sûr. Je suis allé voir le dossier aux archives de Digne. Oui. Donc dans ce dossier, il n'y a pas d'enquête de personnalité, ça dit quelque chose dont la manière de la justice s'exprimait à l'époque et s'exerçait à l'époque. Peut-être. C'était des domestiques, oui, enfin même pas des gens qui travaillaient dans les fermes, des ouvriers agricoles en fait, dirait-on aujourd'hui. Beaucoup d'articles de presse aujourd'hui aussi que vous avez sans doute consultés? Oui, surtout dans le Petit Provençal. J'ai eu la chance d'avoir accès directement à tous les articles qui m'avaient été prêtés par un ami. Et ça se présente, comme vous dites, un peu comme un feuilleton, jour après jour. Avec des dessins aussi, titres, et des photos. Avec des photos, oui, avec des photos. De toute la famille, c'est assez impressionnant. J'ai vu une photo, on a toute la famille, les photos les uns derrière les autres. Alors oui, c'est également dans le cimetière de Valençol, on peut aller voir, il y a toutes les photos, depuis Adrien Richaud jusqu'à ses enfants. Sur la tombe? Sur la tombe. Donc la tombe existe toujours? Absolument. Est-ce qu'à votre connaissance, il existe
des descendants des Richaud, bon, peut-être pas parce que tous ont été tués, mais peut-être des familles collatérales, et des descendants du ghetto. Des descendants du ghetto, je ne sais pas du tout. La famille Richaud, non, je ne sais pas non plus. Je sais que le maire s'appelait également Richaud, le maire de Balançol. Mais il n'avait pas de lien direct avec la famille Richaud qui a été assassinée. Je renvoie Madame Pascal à votre livre, Marie-Noëlle Pascal, Un siècle de faits divers dans les Alpes de Haute-Provence et les grandes affaires criminelles des Alpes de Haute-Provence, tous les deux publiés aux éditions de Boré, B-O-R-E-E. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.